l'antécédent. Il faut qu'il y ait une rétroversion du conséquent sur l'antécédent. Donc ce que Lacan vise, c'est cette rétroversion, sous la forme d'un méli-mélo, je trouve, de grammaire et de logique. Donc à partir du moment où il tient à montrer que c'est dans la phrase que ça se situe, je pense que la linguistique lui en impose pour des évidences qui n'ont pas besoin d'étayer quoi que ce soit de la logique du discours. C'est plutôt dans la logique du discours que se trouve la manière de reconsidérer les différentes modalités de l'autre, comme on parle communément de différentes modalités du sujet. On pourrait très bien imaginer une modalité de l'autre en rapport avec une modalité variable du sujet, tirée aux quatre coins habituels. Donc ça, c'est le sujet tel que, je dirais, Freud en parle dans l'introduction au narcissisme. Un sujet du narcissisme primordial, un sujet du narcissisme proprement dit et spéculaire, donc le sujet du miroir dont Lacan vient de parler. Il y a un sujet de l'idéal, et qui n'est pas forcément le sujet idéal, hein, et un sujet objectalisé. Bon, alors, qu'est-ce qu'il en est de l'autre là-dedans? On pourrait dire que l'image du sujet du narcissisme secondaire dans le miroir est une reprise de ce que l'autre implique comme réel d'objet auquel le sujet va s'identifier dans le fantasme. De la même manière que la reprise imaginaire de cet objet dans le miroir donne l'image à laquelle le sujet est tenu de se conformer. C'est pas qu'il reçoit du miroir une image conforme à ce qu'il est, c'est qu'il ne devient que conformément à l'image qu'il peut reconnaître comme la sienne, forcément sous la houlette de l'autre. Je ferais mieux de mettre les flèches dans ce sens-là. Donc, c'est bien d'un autre imaginaire qu'il s'agit. La même chose dans l'idéal en termes de surmoi, hein, et d'idéal du moi, comme on dit habituellement, qu'un autre symbolique en impose par des voies signifiantes qui font que le sujet n'est que l'articulation de ces signifiants. Ce qui lui permet de revenir comme ça, parce que sa position relative au narcissisme primordial conjoint de signifiance. Donc, en quelque sorte, on a dans un mouvement horaire, ce qui peut en être, à supposer que le littoral joue ici sa partie, hein, par rapport à la faille. Il y a un mouvement horaire qui suppose de passer outre la faille, mais c'est ce que je fais dans le schéma boroprojectif constamment en termes de contournement, hein, où chacun des éléments habituels de l'algèbre lacanienne trouve, entre guillemets, naturellement sa place, sous la houlette d'autres différenciés qui redéfinissent cette disparité. Et ça, c'est mon discours à partir de Lacan. C'est pas encore le discours de Lacan qui est là, et on n'a pas encore abouti dans la construction du graphe à pouvoir étayer toute cette position sur un graphe terminé. J'ose espérer qu'on pourra le faire, parce que je n'en ai pas tenté l'expérience in petto. Je le ferai en tenant le discours oral que je tiens dans ces lundis. Voilà. Mais est-ce que Lacan ne dit pas que le petit a, I de A, le sujet N de S1, et là, et se substitue à un autre qui n'existe pas? Un grand autre. Un grand autre, oui. Enfin, si on veut, mais dans ce cas-là, le sujet n'existe pas plus. Et vous dites sous la houlette du grand autre. Oui, mais sous la houlette d'un grand autre qui est mis en position d'être le déterminant de ce qui sans lui ne serait pas. Autrement dit, il est fait appel, via toutes les suppositions qui seront nécessaires, à l'organisation d'un point d'amarrage du sujet dans un monde qui peut très bien se passer de lui. Et donc, c'est sous la forme d'un autre que le sujet il trouvera son compte de sujet. Donc, comme tel, l'autre n'existe pas, il n'existe
qu'au profit du sujet qu'il met en place pour s'en trouver bien mis et bien situé. Il vaut mieux trouver un grand autre satisfaisant plutôt qu'un autre méchant. On se constitue l'autre selon la manière de devoir en procéder favorablement ou défavorablement. Hein. C'est pas non plus donné d'avance. La loi n'est pas forcément toujours favorable. Hein. Rien ne dit que Dieu, s'il est vraiment détenteur de la loi, soit toujours favorable au sujet. Le Dieu bon et le Dieu mauvais, ça existe. Donc, Hormuz et Harriman chez Schreber, par exemple. Un Dieu au zénith et un Dieu au nadir. Comme vous dites, la solution, c'est dans le graphe 3 et 4. J'espère. Au besoin, on tirera Lacan, je tirerai Lacan ou j'espère aboutir. Bah, de toute façon, on reconstitue l'énonciation, à mon avis, toujours de manière adéquate à l'usage qu'on veut en avoir. Derrière un énoncé de Lacan, redéfinir une énonciation, ça ne va pas de soi. Bon, c'est pour ça que je critique aussi bien Lacan. Mais bon, c'est un peu tôt, je n'arrête pas, parce que sinon on va rentrer dans de trop grandes discussions sur les graphes dans lesquels je n'ai pas abouti. On laisse les choses en suspens, là, au niveau de ces graphes-là. Les prochains lundis, ce seront donc, ce sera lundi prochain, ensuite il y a 2 lundis de vacances qui sautent. Hein. Et donc si on n'a pas fini la semaine prochaine, c'est probable, on prolongera encore ça en mars, et ça repousse tous les programmes. Quand même, on a le temps, je ne vais pas laisser les choses trop traîner. Je reprends page 809. Je conçois que ce que Lacan dit dans les 2 premiers paragraphes de cette page 809 fait de l'imaginaire, où il est en train de parler d'un imaginaire qui peut très bien être la figuration du templé. Donc il vient de parler de l'American Way of Life de façon critique. Quoi qu'il en soit, ce que le sujet trouve en cette image altérée de son corps, c'est le paradigme de toutes les formes de la ressemblance qui vont porter sur le monde des objets une teinte d'hostilité, en y projetant l'avatar de l'image narcissique qui, de l'effet jubilatoire de sa rencontre au miroir, devient dans l'affrontement au semblable le déversoir de la plus intime agressivité. On est là dans cette vacillation entre jubilation et agressivité qui définit, je pense, le templé. Le templé est défini dans un réseau où la vacillation ou l'hélicité prennent leur place. Je préfère même parler de tissu. Le tissu au texte, il n'y a qu'un pas. Hein. On peut se donner des textes ayant valeur de templé. C'est cette image qui se fixe, moi idéal, du point où le sujet s'arrête comme idéal du moi. Le moi est dès lors fonction de maîtrise, jeu de prestance, rivalité constituée. Dans la capture qu'il subit de sa nature imaginaire, il masque sa duplicité, entre le moi idéal et l'idéal du moi, à savoir que la conscience où il s'assure d'une existence incontestable, comme moi, pas comme sujet, hein, naïveté qui s'étale dans la méditation d'un Fénelon, ne lui est nullement immanente, mais bien transcendante, puisqu'elle se supporte du trait unaire de l'idéal du moi, ce que le cogito cartésien ne méconnaît pas, par quoi l'ego transcendantal lui-même se trouve relativé, impliqué qu'il est dans la méconnaissance où s'inaugurent les identifications du moi.
on est dans cet effet de méconnaissance. Hein, les deux premières lignes du paragraphe suivant sont déterminantes. Hein. Ce procès imaginaire qui, de l'image spéculaire, va à la constitution du moi sur le chemin de la subjectivation par le signifiant. Donc là, il y a quand même trois modes du sujet. Hein. Image spéculaire, constitution du moi, subjectivation par le signifiant. Donc, on va dire qu'il y a, supposer qu'il y ait un moi réel, on passe de l'image, donc imaginaire, au moi réel, et à la subjectivation symbolique. Bon, et signifié dans notre graphe par le vecteur petit a m à sens unique, petit i de petit a m à sens unique. Donc les flèches, je ne pas tout le temps, mais donc il faut les suivre, que ce soit comme ça ou comme ça veut bien dire qu'à ce niveau-là, c'est seulement dans ce sens-là. Il n'y a pas deux sens. Mais articulé doublement, une première fois en court-circuit sur S barré, grand I de grand A, vers le bas donc, une seconde fois en voie de retour sur petit s de grand A, ce qui montre que le moi ne s'achève qu'à être articulé, non comme jeu du discours, mais comme métonymie de sa signification, ce que Damouette et Pichon prennent pour la personne étoffée qu'ils opposent à la personne subtile, cette dernière n'étant autre que la fonction plus haut désignée comme shifter. Bon. Métonymie de sa signification. Oui. La signification étant tenue par l'objet, ça renvoie à l'objet A, on se retrouve avec l'objet métonymique à avoir un support de métonymie qui abrège qu'il en est de l'articulation signifiante comme métonymique. C'est sûr que quand on fait une phrase avec deux mots, c'est plus simple que ce que je viens de développer, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus compréhensible, ce que je viens de dire, ou métonymie de sa signification. Ce qui montre que le moi ne s'achève qu'à être articulé, non comme jeu du discours, mais comme métonymie de sa signification, c'est-à-dire à partir d'un rapport d'objet. Hein. La signification à la Bedeutung, c'est un objet chez Frege, sans souvenir. C'est ce que j'avais dit là, ce chemin-là, en termes d'objet. Simplement, on est là, autour du moi, c'est-à-dire de ce que Lacan encore place comme sujet à l'époque, hein. Soit sous un angle, soit sous un autre. Il y a deux circuits, aller au plus pressé ou court-circuité, on peut dire. Parce que, surtout, je saute beaucoup de choses, mais on reprendra tout ça plus posément la prochaine fois, à ce niveau-là. Il est question de... Bon, je vous dis, le dernier paragraphe de la page 809. La promotion de la conscience comme essentielle au sujet dans la séquelle historique du cogito cartésien est pour nous l'accentuation trompeuse de la transparence du jeu en acte aux dépens de l'opacité du signifiant. L'accentuation trompeuse de la transparence du jeu en acte aux dépens de l'opacité du signifiant qu'il détermine et le glissement par quoi le Bewusstsein, c'est-à-dire la conscience de soi, non, la conscience, pardon, sert à couvrir la confusion du Selbst. La Selbstbewusstsein, c'est-à-dire la conscience de soi, vient justement, dans la phénoménologie de l'esprit, à démontrer de la rigueur de Hegel la raison de son erreur. Je dis qu'il y a une confusion, Lacan la mène comme ça, dont on parlera plus en détail, hein, entre ce qu'on va appeler soi et ce qu'il en est de la coupure. C'est la coupure qui détermine l'objet auquel le sujet va devoir s'identifier. C'est la coupure qui détermine le sujet dans son idéalité, soit spéculaire, soit idéalisée. C'est la coupure qui vaut avec un sujet qui s'en détermine directement au niveau de la signifiance. Donc il y a une confusion de ce que peut être un soi du sujet, dont Lacan se passe, hein, qui est soit à partir de Hegel un Selbst ou un self chez les anglo-saxons. Hein. Il y a
il y a un soi qui se confond avec la coupure. C'est là, c'est dans cette théorie que Lacan reprend en s'en éloignant, cette théorie du soi, du selbst, peut-être la coupure prend sa texture. C'est parce que ça renvoie, une fois de plus, à ce point du narcissisme fondamental où on reconnaît au mieux chacun, étant entendu qu'il s'agit de tout un chacun, et que chacun se reconnaît au mieux dans le même point, qui s'appelle le père primordial chez Freud. Donc on a tous le même point d'humanité qui nous fonde, comme un soi, mais on ne va pas parler de soi. C'est pas la peine, il vaut mieux parler de coupure. Le soi est déjà trop consistant. La coupure nous donne une idée de l'inaccessible de l'affaire. L'inaccessible qui peut quand même être abordé d'une manière syntactique. Ce que les mathématiques en disent, c'est que c'est la syntaxe qui est déterminante. Donc jubilation et agressivité, on peut l'inscrire sur le graphe Bah oui. 2. C'est une vacillation entre les deux, mais ça peu importe où. Mais de toute façon, les deux modes, les deux bords de la coupure et de ce qui s'ensuit au-delà en termes sphériques nous donnent cette opposition qui se trouve être identifiée par le contournement de ce qu'ils sont comme opposés. Le contournement des termes qui sont donnés comme opposés. Mais pour qu'on puisse discuter, essayez de lire à partir de la page 809. Pour la prochaine fois. Je voulais revenir qu'il y ait une fonction de la parole et un lieu de la parole. Est-ce que c'est pas ça qui clive les sujets? Aussi. Fonction de la parole comme temporelle, un lieu de la parole évidemment spatial, et dans un mode d'organisation qui nous donne une réversion entre le temps et l'espace, tel que la physique quantique nous permet un accès. Et j'ai une autre question, je ne sais pas si c'est dans Subversion du sujet, je dis ça, mais Lacan parle de la mort, comme bon au niveau du temps, et aussi de la reproduction sexuée en disant que c'est ce qui fait qu'il y ait la mort, justement. La reproduction sexuée du côté gauche et... C'est du Freud, oui. Du Freud, c'est du Westman. C'est-à-dire que ce qui se maintient, c'est la lignée germinative. En fait, que le somatique est appendu à la lignée germinative, s'étiole et meurt régulièrement, mais ce qui se maintient, ce sont les gamètes. Du côté du transfini, enfin de l'infini transfini. Oui, je ne saurais pas le dire du côté du transfini, mais du côté de l'infini sûrement. Sauf je ne sais quelle catastrophe, mais de toute façon, il y a des transmissions. En dehors des dinosaures, on est quand même de l'ordre des vertébrés, on n'est pas sans rapport avec les dinosaures.